Depuis 3 ans, la guerre génocidaire israélienne se poursuit, avec maintenant un plan de dépeçage colonial de Gaza et de la Cisjordanie sous l'égide des États-Unis. Au fil de ces 3 ans, se sont ajoutés des changements majeurs dans la région. Renversement du régime de Bachar al-Assad en Syrie, recomposition des forces politiques palestiniennes, agression et ingérence militaire israélo-états-unienne en Iran et au Liban, éclipsant en partie la guerre qui se poursuit à Gaza et en Cisjordanie. Pour mieux comprendre cette dernière, il faut donc la replacer dans les enjeux régionaux. Pour ce faire, nous proposons un échange avec Jean-Christophe Brossard, membre du comité central du PCRF et responsable de la Commission internationale, et Emmanuel Kramer, membre du secrétariat du comité central et directrice politique d'Intervention communiste. Tout d'abord, pour commencer cet échange, nous souhaiterons dire que notre analyse de la situation en Palestine, ainsi que sur les mots d'ordre que nous portons et leurs raisons, porte sur 2 enjeux majeurs, particulièrement pour ce premier échange. D'abord, comment se situe la lutte du peuple palestinien dans les enjeux globaux de la région? Et deuxièmement, comment se place la France sur ce sujet? Il faudrait ajouter que là, ces enjeux concrets, brûlants, surtout depuis le début de l'agression militaire contre l'Iran en février 2026, qui se poursuit à l'heure où on est en train de tourner cette vidéo, pour notre parti, donc, aborder ces questions brûlantes d'actualité, poursuivre la polémique sur ces questions d'actualité, ça doit toujours permettre non seulement de viser la vérité objective sur une situation particulière, concrète, en l'occurrence là, la Palestine, mais aussi d'avancer par là dans la construction d'un parti communiste au sein de la classe ouvrière en France aujourd'hui. Une polémique qui doit nous permettre donc d'avancer sur ce vers quoi doit tendre politiquement un tel parti, ce qu'il doit défendre comme avant-garde organisée de la classe ouvrière. Pourquoi est-ce que je voudrais dire tout ça en début de l'échange? C'est parce qu'en défendant l'analyse et les mots d'ordre de notre parti sur tous les points clés qu'on va voir concernant la Palestine dans notre discussion, on va devoir nécessairement toucher aussi à des questions de fond qui concernent la question d'un parti communiste aujourd'hui, là maintenant, en France. C'est-à-dire la conception de l'impérialisme qu'on défend et donc aussi de l'anti-impérialisme proprement léniniste qu'on défend nous au PCRF, tout comme aussi le rôle central de la classe ouvrière comme acteur, comme sujet de cet anti-impérialisme. Comment s'est exprimée la solidarité du PCRF avec le peuple palestinien depuis 3 ans? Notre solidarité avec la résistance palestinienne et le droit du peuple palestinien à la lutte pour sa libération s'est matérialisée de façon multiforme. D'abord, le soutien que nous avons pu exprimer contre la répression à l'égard du mouvement de solidarité avec la Palestine. Pensons par exemple au comité Action Palestine en Gironde que nous avons soutenu, Urgence Palestine, menacée de dissolution, et puis aussi aux côtés d'actions de masse comme l'association France-Palestine de solidarité ou l'Union juive française pour la paix. Le soutien aussi à des syndicalistes, notamment Timothée Esprit et Jean-Paul Delescaux de la CGT, qui sont passés en procès, ou encore par exemple dans l'Hérault, un communiqué de soutien face aux interdictions des manifestations de solidarité par la préfecture. À cette dimension de soutien s'est ajouté aussi des actions de lutte en direction des entreprises et dans les syndicats contre les partenariats au génocide. Pensons par exemple au soutien aux dockers de Fos-sur-Mer, aux listes étudiantes de la Fédération syndicale étudiante sur le terrain des actions au Crous, pour les fins de partenariats universitaires avec des universités israéliennes. Et puis des tables d'information devant les entreprises sur les partenariats économiques. La solidarité internationale s'est aussi exprimée avec les forces palestiniennes. Il y a eu une campagne de soutien financier à Gaza par le biais de l'Union de la jeunesse communiste palestinienne,
jeunesse donc, du Parti communiste palestinien, qui est un parti marxiste-léniniste existant en Cisjordanie et à Gaza. On pense aussi au renforcement de nos liens avec le Front démocratique pour la libération de la Palestine, le FDLP, qui s'est créé en 1968 et qui a une existence aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, avec une forte présence dans les camps de réfugiés du Liban et de Syrie. Le FDLP fait partie de l'OLP, a des représentants dans le comité exécutif de l'OLP et il siège au Conseil législatif palestinien. Nos liens en Palestine donc, concernent donc, à la fois des partis communistes, mais aussi des forces démocratiques pour la libération nationale du peuple palestinien. On pense aussi, toujours sur le plan international, de notre activité internationale, aux travaux de rencontres internationales avec l'UJCP, ou d'autres organisations lors d'événements comme Ogiditis, qui est le festival international anti-impérialiste organisé par la jeunesse communiste de Grèce. Tout cela se reflète aussi idéologiquement dans notre expression et notre engagement militant. La vidéo que nous sommes en train de monter, et puis le projet d'une brochure intitulée « Le léninisme et la question palestinienne », dont le premier chapitre est intégralement dans Intervention communiste, notre journal. Le document polémique que nous avons produit sur la question des frontières, qui forme aussi l'une des bases de notre échange, là, dans cette vidéo, et puis le partage de documents et de conférences d'organisations palestiniennes comme celle du FDLP. Dans le cadre de cette solidarité, de quelle manière posons-nous aujourd'hui la question de l'autodétermination du peuple palestinien ? La question de l'autodétermination palestinienne, elle nécessite de s'appuyer sur une conception précise de l'impérialisme. Et aujourd'hui, je pense qu'on en a tous l'expérience, quel que soit notre niveau d'engagement politique, l'anti-impérialisme, ou ceux qui se revendiquent de l'anti-impérialisme, se divisent en plusieurs tendances, parfois se réclamant du marxisme ou non d'ailleurs, et qui sont violemment antagoniques entre elles. La question là, c'est donc pour nous, selon quel anti-impérialisme on va analyser la lutte de libération palestinienne. Nous sommes marxistes-léninistes, et Lénine, dans son texte, qui est peut-être un des plus connus, « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », il donne des critères du stade impérialiste, c'est-à-dire ce qui permet de définir le stade impérialiste. Alors je me permets de les citer en entier, parce qu'ils seront importants pour la suite de la discussion et aussi pour les données économiques qu'on va mobiliser quand même sur le Moyen-Orient et la Palestine. Alors, je cite 1. Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie économique. 2. Fusion du capital bancaire et du capital industriel et création, sur la base de ce capital financier, d'une oligarchie financière. 3. L'exportation des capitaux, à la différence de l'exportation des marchandises, prend une importance toute particulière. 4. Formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde. 5. Fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. Fermez la citation. Alors là, je me permets de faire tout de suite une précision parce qu'il y a une déformation très courante dans l'histoire du mouvement communiste, en dehors, tout comme encore aujourd'hui, qui est de faire de cette série de critères des qualificatifs pour des États, qui seront alors jugés impérialistes. C'est-à-dire, on prend chacun des critères, on regarde tel État, indien, français, chinois, que sais-je, puis on dit, alors, est-ce qu'il a beaucoup de monopoles ? Est-ce que le capital financier est très développé ? Est-ce qu'il exporte plus de capitaux que de marchandises ? Et puis, une fois qu'on aurait défini, donc, qui sont les impérialistes qui répondent à ces critères, on va voir les autres pays qui seraient alors seulement capitalistes et pas impérialistes. Ou alors, on va les dire dépendants. On pense aussi, là encore aujourd'hui, au terme de Sud global, monde multipolaire,
ou plus vieux mais qui peut être encore utilisé, les 10 pays du tiers-monde par exemple. Donc tout ça, c'est le type d'analyse qui va utiliser les critères mobilisés par Lénine pour faire une division du monde entre nations impérialistes et nations dominées, et qui seraient donc potentiellement quoi ? Potentiellement anti-impérialistes, c'est-à-dire opposées aux grandes nations du centre. Alors, il faut le dire tout de suite, à l'inverse, la compréhension que nous on défend comme marxiste-léniniste au PCRF est nommée comme telle parce qu'elle fait de l'impérialisme un problème d'analyse de l'économie politique mondiale comme un système cohérent. L'économie politique mondiale comme une seule totalité, un tout cohérent. Dans cette compréhension, les critères, c'est plus des arguments qu'on utilise pour vérifier qui est impérialiste ou qui ne l'est pas, mais ça décrit les tendances lourdes qui structurent l'économie politique mondiale. Quelques exemples. La question des monopoles, ça ne va pas être pour nous d'étudier le niveau de constitution et de force de monopole pour certains États et moins d'autres. C'est de dire, il y a dans cette économie politique mondiale une place prédominante des grands monopoles capitalistes, étudions quelle est la place des monopoles français, quelle est la place des monopoles allemands, quel est leur lien, quelles sont leurs contradictions, ou avec les États-Unis, ou avec la Russie, par exemple. Mais il faut ajouter un deuxième volet donc, à cette compréhension, c'est que l'économie politique mondiale est donc un tout cohérent. On emploie l'expression par exemple souvent dans notre journal Intervention communiste, système des États impérialistes, mais précision importante, on évalue ensuite les positions particulières de nos monopoles, évidemment en premier lieu, les monopoles français, selon le développement inégal de chacun des capitalismes nationaux au sein de ce système. C'est-à-dire que c'est un système traversé de contradictions, qui n'est jamais dans une entente et un stade de développement homogène où tous les États pourraient arriver au même niveau et s'entendre. Non, nécessairement le développement capitaliste entraîne la concurrence et la contradiction entre les différents capitalismes nationaux pour le partage du monde. Donc voilà, il faut tenir ces deux aspects de notre théorie pour ensuite analyser des situations particulières comme la Palestine. C'est de se dire, l'économie politique mondiale forme un seul tout, le système impérialiste et ses interdépendances, mais un tout traversé de contradictions. Je me permets juste pour conclure ce petit point théorique, que souvent on peut nous reprocher au PCRF d'être dogmatique, de copier-coller des situations passées comme la Première Guerre mondiale, de ne pas tenir compte de l'actualité. Il faut se rappeler que les plus dogmatiques sont ceux qui utilisent les critères de Lénine de cette manière. Lénine lui-même, il présente sa brochure, le sous-titré « Un essai de vulgarisation ». C'est écrit dans le feu de la Première Guerre mondiale impérialiste. C'est pour donner aux classes ouvrières et aux masses une compréhension des enjeux de la Première Guerre mondiale impérialiste, des tâches de la classe ouvrière, de ce qu'il lui est possible de faire dans ce système qui s'est constitué. Et ce n'est pas de nous fournir clé en main des critères qu'on aura ensuite à reproduire depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. La tâche des marxistes-léninistes, des communistes, c'est bien sûr de défendre cette orthodoxie, cette doctrine, de comprendre cette tendance, mais ensuite de voir dans l'actualité comment ça s'incarne, comment ça se transforme et comment ça se matérialise. La question palestinienne se comprend pour nous à l'intérieur d'un système impérialiste et de ses développements inégaux à analyser. Quels sont donc les différents intérêts en jeu dans la région ? Il faut inscrire la lutte palestinienne dans le projet impérialiste global d'un nouveau Moyen-Orient. Un nouveau Moyen-Orient qui est l'objectif d'une stratégie unifiée des USA, des bourgeoisies de l'Union européenne et d'Israël. Ce nouveau Moyen-Orient, il se construit par quoi ? Par l'accord colonial à Gaza, le pseudo-conseil de la paix qu'on a vu récemment naître, par le nouveau gouvernement djihadiste syrien et le renversement du régime de Bachar al-Assad en Syrie, et encore aujourd'hui, on l'a dit au début de notre échange, l'objectif de dépeçage de l'Iran par la nouvelle guerre débutée en 2026. Chacun de ces événements-là, ce ne sont pas des événements isolés, mais ça vise à remodeler l'ensemble de la région
pour les bourgeoisies qu'on vient de mentionner, à remodeler le Moyen-Orient pour y créer une zone d'exploitation régionale à la force de travail au prix le plus bas, à concurrencer les monopoles chinois en s'assurant une zone d'influence par la force militaire dans la région, et à affaiblir des bourgeoisies qui étaient déjà très faibles dans le système impérialiste mondial. Je pense par exemple à la bourgeoisie irakienne ou libanaise, qui sont dans une position sans commune mesure, à la France, à l'Allemagne ou par exemple aux USA, pour mieux dépecer les différentes nations. On peut situer, je pense qu'il est important d'avoir en tête dans cette discussion, 4 enjeux à l'échelle régionale où la lutte palestinienne va prendre place dans ce projet impérialiste. Le premier de ces enjeux, c'est tout d'abord les zones économiques exclusives palestiniennes, libanaises, mais aussi syriennes, ZEE. C'est des zones maritimes. On remarquera d'ailleurs que chacune de ces nations, là qu'on vient de citer, elles sont objets de guerre et de tentatives de colonisation incessantes de la part de l'État israélien depuis 1948, comme le sud du Liban ou le plateau du Golan syrien, occupé depuis 1967. Pourquoi c'est important ? Parce que les côtes méditerranéennes de chacun de ces 3 pays sont d'une très haute importance pour la circulation des capitaux. Celle palestinienne depuis la bande de Gaza, elle communique d'ailleurs directement avec des zones maritimes sous juridiction chypriote et qui sont aussi revendiquées par la Turquie. On a un vrai nœud de contradiction inter-impérialiste parce que c'est un bras de mer stratégique pour l'exportation depuis le Moyen-Orient jusqu'à l'Europe en passant par la Méditerranée. Et on notera également qu'au-delà des seules zones palestiniennes, si celles libanaises et syriennes revêtent la même importance, il y a aussi un facteur pour ces zones-là, qui est qu'elles sont des zones d'influence militaire clés dans la région parce qu'elles permettent des capacités de projection sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Deuxième enjeu auquel on peut penser, alors là c'est plus particulièrement pour la Palestine, c'est les matières premières qui ont été découvertes dans ces zones, avec des gisements d'hydrocarbures découverts à Gaza en 1999, qui s'élèvent à près de 1,1 milliard de mètres cubes de gaz naturel. Donc 1,1 milliard de mètres cubes, c'est une vraie mine d'or pour les différentes bourgeoisies qui sont engagées dans la région. Troisième enjeu, la question de la circulation du pétrole dans la région. Le Moyen-Orient, et alors là en particulier la Syrie, est traversé de 3 pipelines qui sont majeurs et qui vont croiser les frontières à la fois de la Palestine, d'Israël, du Liban, mais aussi de la Syrie. Donc on en a un premier de pipeline qui va de l'Iran à la Syrie en passant par l'Irak. Et celui-ci, il est soutenu particulièrement par la bourgeoisie russe et iranienne. On en a un second qui va là plutôt du sud vers le nord, donc du Qatar à la Turquie, en passant par la Syrie, et qui là est particulièrement soutenu par les USA et la Turquie. Enfin, un second du sud au nord, mais qui là part plus de l'ouest que de l'est, par le biais de l'Égypte, qui passe par Israël et la Syrie. Donc on voit là l'enjeu central pour de très nombreuses bourgeoisies internationales de sécuriser ses propres circuits d'exportation de pétrole et de gaz, et de tenter également, en les sécurisant, d'isoler ou d'empêcher d'autres bourgeoisies de pouvoir assurer ses propres axes de transport pour le pétrole dans la région. Et la Syrie, d'ailleurs c'est important de le noter, pour la compréhension des développements dans l'ensemble de la région depuis quelques années, elle s'est retrouvée au cœur de cet enjeu-là. Ça explique également, en partie, bien sûr pas en totalité, la violence de la guerre civile, l'internationalisation de cette guerre civile qui a duré pendant des années, et les rapports d'alliance du régime syrien de Bachar al-Assad, puis des djihadistes de Ayat Tahrir al-Sham, avec les différentes bourgeoisies dans la région, parce que là on voit que les pipelines passent nécessairement par la Syrie. Enfin, le quatrième, dernier enjeu que je voudrais peut-être souligner, qui va lier cette fois la région aux enjeux mondiaux, aux grands enjeux du système impérialiste contemporain, à savoir la contradiction entre les monopoles chinois et les monopoles états-uniens des US, c'est la façon dont le Moyen-Orient est objet de concurrence pour l'ouverture de très larges corridors d'exportation de marchandises et de capitaux. Entre, d'une part, l'Asie du Sud et de l'autre, l'Europe
ou c'est le passage obligé géographiquement. On a, sur cette question-là, d'abord un corridor économique qui relie l'Inde jusqu'à l'Europe en passant par le port de Jebel Ali aux Émirats arabes unis et qui traverse l'Arabie saoudite pour finir par transiter en Israël par le port d'Haïfa. Ça, c'est le corridor que défendent militairement et économiquement les bourgeoisies nationales européennes, mais aussi américaines, donc notre impérialisme également. Pourquoi ce corridor est important ? Parce qu'il est pensé par ces bourgeoisies-là comme un projet concurrent aux nouvelles routes de la soie chinoises, qui est le très grand projet de construction d'infrastructures, d'exportation de capitaux, pour créer de nouvelles zones d'influence et de circulation au profit des monopoles chinois, au détriment des monopoles des États-Unis et de l'UE. Il faut se rappeler que la bourgeoisie iranienne, elle s'est par exemple intégrée à l'Organisation de coopération de Shanghai en 2023. Elle a resserré ses liens avec les nouvelles alliances interimpérialistes du côté eurasiatique, en formation aux côtés d'autres pays du Moyen-Orient d'ailleurs, en rejoignant récemment les BRICS, comme l'Égypte. Et là, on pense évidemment automatiquement sur la question des grands corridors au détroit d'Ormuz et à son blocage, là aujourd'hui, pendant la guerre en Iran, pour la circulation du pétrole. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, qui sont importantes économiquement, que la lutte palestinienne, c'est devenu, même à une échelle mondiale, on l'a vu dans les mouvements de solidarité qui sont créés, l'un des foyers de résistance anti-impérialiste les plus importants mondialement aujourd'hui. De par son histoire, de par son actualité, la lutte palestinienne est une lutte anti-impérialiste, non pas parce que les Palestiniens luttent contre un impérialisme qui serait Israël, ou deux comme les USA, mais parce que la lutte palestinienne est une épine dans le pied au système impérialiste en son entier. Pour les monopoles chinois, pour les monopoles états-uniens, pour les monopoles d'Europe et les différents projets de remodelage dans la région. Dans cette situation complexe, on présente souvent la France comme étant absente ou vassale des plans des États-Unis au Moyen-Orient. Quelle est la position de la France par rapport aux intérêts impérialistes dans la région ? Est-elle fortement implantée militairement, économiquement ? Quel est son rapport aux autres puissances impérialistes ? Concernant la position économique de la France et des monopoles français au Moyen-Orient, il faut noter que la France use d'un jeu d'équilibriste, on le qualifie comme ça au PCRF, entre, d'une part, le soutien à Israël dans ses projets de colonisation et d'agression militaire, et de l'autre, l'inquiétude face aux déstabilisations dans la région provoquées par les USA et Israël pour les propres contrats des monopoles français. On se souvient que, par exemple, Emmanuel Macron, il avait dénoncé, de manière démagogique évidemment, l'agression contre l'Iran d'une, je cite, « escalade dangereuse pour tous ». Bon, quand il dit escalade dangereuse pour tous, c'est une escalade dangereuse pour les contrats de la France au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que les monopoles français, ils doivent ménager leurs partenaires stratégiques, que sont le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, c'est-à-dire les bourgeoisies du Golfe, qui sont très importantes dans la configuration impérialiste au Moyen-Orient, qui sont aussi, certes, bien sûr, des alliés de premier plan des USA également, mais qui possèdent leurs intérêts propres. Il ne faut jamais l'oublier. Je voudrais citer quelques exemples. La Emirates Water and Electricity Company, donc la EWEC, qui a chargé le groupe français Engie de développer une centrale de 1,5 gigawatts avec près de 3 millions de panneaux photovoltaïques en 2025 et qui a signé de plus des accords d'achat massifs d'électricité. Avec donc Engie, qui est en partenariat avec un monopole des énergies dites renouvelables des Émirats arabes unis, Masdar, on a aussi un projet de méga centrale solaire. On pense aussi aux exportations, en dehors du domaine clé des énergies que je voulais vraiment mettre en avant, aux questions de l'armement et de ses exportations. Livraison de 80 Rafales aux Émirats arabes unis étalée sur plusieurs années depuis 2021, un contrat à 200 millions d'euros de KNDS France pour soutenir la construction de chars pour l'armée des Émirats,
Et puis, un partenariat stratégique signé en février 2025 pour la création d'un campus de recherche autour de l'intelligence artificielle, là aussi aux Émirats arabes unis. On pourrait citer d'autres positions économiques qui sont équivalentes au Koweït ou au Qatar, mais là, ce qu'il faut retenir pour la bourgeoisie du Golfe, c'est que les monopoles français misent particulièrement sur elle pour pouvoir avoir du poids politiquement et économiquement dans l'ensemble du Moyen-Orient. Mais en dehors de ces seuls alliés clés, on peut noter aussi d'importants contrats dans l'ensemble de la région où on voit que la France cherche à se positionner de façon autonome. Par exemple, en Syrie, où l'entreprise CMA-CGM avait conclu en novembre 2025 un accord de 22 millions de dollars pour des investissements et l'exploitation sur le port de Latakia. Là, on se souvient, on est vraiment sur la question des zones maritimes dont on parlait, où la France essaie d'avoir sa propre part d'intérêt autonome sur ces questions-là. Mais il faut noter aussi que le MEDEF, le syndicat patronal qu'on connaît bien et que la classe ouvrière connaît en France pour ses attaques sur le système des retraites, ses attaques sur la sécurité sociale, a été aussi le premier syndicat patronal à l'échelle européenne à se déplacer en octobre 2025 en visite officielle à Damas pour de potentiels contrats avec le nouveau gouvernement djihadiste. Ça aussi, c'est important à noter parce que ça montre la capacité de négociation des monopoles français, qui ne sont pas dans le suivisme, mais qui sont capables d'initiative. Donc évidemment, quand il y a un événement comme la guerre en Iran, début 2026, que le gouvernement bourgeois djihadiste syrien ouvre son espace aérien à l'aviation israélienne, on a d'un côté des monopoles français qui sont dans la poursuite stratégique de l'objectif de remodeler l'ensemble de la région, donc certes soutien à Israël, mais qui en même temps, eux, ils ont leur propre contrat en Syrie et n'ont pas envie de continuer dans une déstabilisation de la région qui empêche la poursuite de leur propre contrat. Donc il faut tenir les deux bouts si on veut comprendre les positions des monopoles et des différents gouvernements et partis bourgeois aujourd'hui en France. Je voudrais souligner quand même aussi un point maintenant en dehors de l'économie, c'est le militaire. Parce qu'on pourra nous dire, oui, la France a des positions économiques autonomes et une politique autonome impérialiste au Moyen-Orient, mais militairement, comparé à Israël ou les USA, c'est pas du tout de la même envergure. Eh ben, en fait, quand on regarde les faits, c'est pas tellement vrai. Je voudrais citer 3 opérations militaires impérialistes de la France qui sont importantes aussi à lutter contre aujourd'hui en France pour le retrait de ces troupes-là et qui sont d'une très grande importance pour la poursuite des plans impérialistes dans la région. Là, je pense d'abord à l'opération Aspide en mer Rouge et Atalante dans le Golfe Persique. Donc on est à peu près dans la même zone maritime, donc vraiment au sud du Moyen-Orient, et qui font partie d'une part du déploiement militaire français concernant l'Afrique, parce qu'on touche à la base militaire de Djibouti, mais aussi à la question d'une présence autonome en dehors même du commandement américain, par exemple dans le cas de l'opération Aspide, où la France y est présente avec l'Italie et la Grèce, mais sous un commandement militaire autonome de ces 3 pays. À noter qu'ils avaient même refusé de participer à une autre opération qui s'appelait Guardian Prosperity, qui était là menée par les USA sous l'égide de l'OTAN, dans la même zone, en préférant garder leur autonomie d'intervention. De l'autre côté, l'opération Atalante, elle est caractéristique aussi, parce que là, elle est même sous commandement officiel de l'Union européenne, avec les forces navales européennes, où l'armée française participe également. Donc là aussi, on voit position autonome des grandes alliances historiquement menées par l'impérialisme US, comme ici l'OTAN. Donc officiellement, ces 2 opérations, c'est quoi ? C'est pour lutter contre le piratage qui existe en mer Rouge et qui empêcherait les conteneurs, les cargos de pouvoir passer. Dans la réalité, ça permet d'avoir un poids militaire face à d'autres impérialismes dans le contrôle de ces zones de circulation et de transport, mais ça permet quoi aussi ? De maintenir le blocus à Gaza. C'est-à-dire que l'armée française est directement impliquée en mer Rouge, là où vous vous souvenez, les Houthis au Yémen avaient essayé de pouvoir attaquer des cargos ou de les bloquer, eh bien la France est active dans la continuation du blocus génocidaire à Gaza. Enfin, une 3e opération que je voulais citer, c'est l'opération Chamal, qui a été lancée en 2014 en Irak
et qui a un volet militaire là aussi très important parce que de long terme de la bourgeoisie française. On se souvient, au début de la guerre en Iran, un militaire français avait été tué en Irak. Eh bien, il était positionné dans le cadre de cette opération. Cette opération, c'est le volet français de la coalition impérialiste internationale qui avait été engagée dans une bien plus grande opération qui s'appelle Inherent Resolve, qui comptait 80 pays, 5 organisations internationales et qui visait, alors le but officiel, former les forces armées irakiennes suite à la déstabilisation impérialiste de l'Irak et son dépeçage, et soutenir la lutte contre Daesh et l'État islamique. En fait, dans la réalité, ça permet à la bourgeoisie française de s'assurer une présence militaire suite à la destruction de l'Irak par la coalition internationale qu'on vient de mentionner. Là aussi, c'est important à noter parce que on peut avoir dans cette mythologie de la France indépendante ou de la position patriotique, anti-américaine, du non à la guerre en Irak qui avait été fait par Dominique de Villepin, on voit que même quand la France n'était pas intervenue militairement, ça ne l'a pas empêché de créer ses propres opérations militaires quand le travail a été terminé pour ensuite positionner ses propres intérêts. C'est pour ça que cet exemple-là est caractéristique. Enfin, une dernière qui nous concerne plus particulièrement maintenant, c'est aussi les déplacements de troupes. Moi, je pense par exemple au déplacement du porte-avions Charles de Gaulle ou des différentes frégates qui ont eu lieu pendant la guerre en Iran, du côté de Chypre, par exemple, qui sont une véritable démonstration de force militaire et de solvabilité pour les monopoles. Solvabilité pourquoi ? Parce que c'est de dire, regardez, nous sommes la seule armée européenne à pouvoir se déplacer, avoir une capacité de projection. L'Allemagne ne l'a pas fait au début, par exemple, de l'agression militaire contre l'Iran. Nous sommes aussi en capacité de pouvoir intervenir de façon autonome. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que cette position d'équilibriste, elle est non seulement économique, mais elle est aussi militaire. Et nier cette dimension, c'est nier la puissance de notre propre impérialisme. Alors, à propos de la France, il faut ajouter que cette participation aux opérations impérialistes que tu évoquais s'est accompagnée d'une répression accrue à l'égard du mouvement de solidarité avec la Palestine. C'est une répression tous azimuts et qui est continue depuis octobre 2023. Alors ça a commencé par de très nombreuses interdictions de manifestations dans les 2 mois qui ont suivi le 7 octobre 2023. Il y en a eu pas moins d'une 50aine, avec des manifestants mis à l'amende. Il y a eu des milliers d'amendes de 135 € données aux manifestants et des procès qui d'ailleurs se poursuivent aujourd'hui par rapport à la contestation même de ces amendes. La répression, elle a aussi beaucoup touché les étudiants qui ont manifesté, par exemple à la Sorbonne, à Sciences Po, avec des évacuations policières violentes, des gardes à vue, des exclusions temporaires d'universités. En termes d'interdiction, rappelons aussi de nombreux colloques, meetings, réunions publiques qui ont été interdites, et on pense en particulier par exemple au Collège de France, qui avait prévu de longue date une conférence sur la Palestine et l'Europe, et qui a annulé cette conférence. Donc on voit comment ces interdictions se sont généralisées, y compris à travers une censure médiatique et idéologique à l'égard, par exemple, d'artistes comme Blanche Gardin, de journalistes humoristes comme Guillaume Meurice, des condamnations de syndicalistes aussi, on en a déjà parlé, des convocations policières, y compris d'élus, avec même des mises en garde à vue comme celle récente de Rima Hassan, des associations sanctionnées, menacées de dissolution, on pense à Urgence Palestine, mais même une association juive comme l'UJFP qui est menacée d'interdiction. On a donc eu, sur le plan judiciaire, des poursuites par dizaines pour la fameuse apologie du terrorisme ou l'incitation à la haine raciale. Selon le ministère de la Justice, 626 poursuites
entre octobre 2023 et le 30 janvier 2024. Ces poursuites, pour la plupart, en fait, elles sont initiées sur la base de plaintes déposées par des associations. Alors il faut le dire, beaucoup d'associations telles que le CRIF ou des associations juives qui se sont constituées après octobre 2023, comme la jeunesse française juive, qui ont porté des dizaines de plaintes. Et ces plaintes ont été relayées par le parquet antiterroriste pour convoquer et même mettre en procès des associations ou des personnes, y compris récemment. Enfin, pour terminer cette longue liste des répressions multiformes, évoquons la plus récente et qui est, on pourrait dire, la cerise sur le gâteau en termes politiques, qui est celle du projet de loi Yadan, de cette députée macroniste, Caroline Yadan, qui doit passer d'ailleurs à l'Assemblée. C'est un projet de loi qui doit passer dans quelques jours à l'Assemblée, et qui, sous prétexte de lutter contre une forme prétendument renouvelée d'antisémitisme, revient en fait à assimiler la critique de l'État d'Israël, puisque Israël est nommé dans ce projet de loi, à de l'antisémitisme. Donc cette censure, ce macartisme, on pourrait dire, porté par ce projet de loi, a tellement scandalisé, y compris des organisations progressistes comme la Ligue des droits de l'homme, qu'une pétition a été lancée et qu'elle a déjà recueilli plus de 700 000 signatures et que c'est pour ça qu'elle doit normalement être portée en débat. Donc on voit là comment cette répression se déploie et en même temps elle accompagne une certaine complicité, et on pourrait même dire une complicité avérée que tu as commencé à mettre en évidence, de la part du gouvernement français à l'égard du gouvernement israélien, malgré, on n'oublie pas ce jeu d'équilibrisme, donc malgré une certaine duplicité dans ce jeu d'équilibrisme tel que tu l'as évoqué précédemment. Alors, pensons quand même déjà au soutien inconditionnel exprimé par Macron au lendemain du 7 octobre. Alors, depuis, c'est vrai, il y a eu une certaine condamnation en parole des bombardements, quand ils ont pris des proportions de massacres inouïs, du blocage du convoi humanitaire, des assassinats ciblés de journalistes, de soignants. Mais en même temps, ça en est resté là et ils n'ont jamais accepté au gouvernement ni à l'Élysée de reconnaître l'intention génocidaire qui pourtant elle-même a été reconnue sur le plan international par des organismes internationaux comme Amnesty International ou même la Cour internationale de justice. Les ministres de ce gouvernement y sont allés de leurs injonctions et de leurs formules liberticides. Pensons à Attal qui dit que chercher à comprendre, seulement à comprendre le 7 octobre, c'est déjà l'accepter. Pensons à Darmanin qui a, dès le lendemain, envoyé un télégramme à tous les préfets pour leur dire « vous interdisez systématiquement toute manifestation pro-palestinienne ». Ou là, au ministre des Affaires étrangères Barrot, qui traite d'irresponsables les convois humanitaires des flottilles de la liberté qui veulent juste faire cesser le blocus de Gaza, avec, donc ce sont des flottilles, des convois internationaux, donc il y a eu des élus français, en particulier, qui ont été interpellés, arrêtés, malmenés en prison par les forces israéliennes. Et à ça, le gouvernement français répond, vous êtes, en gros, bien fait, vous êtes des irresponsables. Ce même ministre aussi qui relaie, sans même le vérifier, une fake news contre Francesca Albanese, cette responsable de l'ONU, et qui va jusqu'à demander sa démission. Voilà, donc on voit cette complicité-là aussi sous la forme d'échanges culturels qu'on laisse se poursuivre. Par exemple en matière de danse, de musique, l'Eurovision, voilà, qu'on autorise. A aussi été autorisé à plusieurs reprises le survol du territoire français par Netanyahou
quelques semaines alors qu'il venait d'être déclaré criminel de guerre par la Cour de justice internationale, même si, toujours dans cette duplicité, là récemment, effectivement, l'espace aérien français a été fermé au survol des avions états-uniens se rendant en Iran. Et que ça a valu en effet une réaction du gouvernement israélien pour dire on suspend l'achat d'armement à la France. Alors, toujours dans le domaine des ambiguïtés, en septembre 2024, c'est un mois où Macron reconnaît l'État de Palestine et où aussi il signe, le 18 septembre, une résolution de l'ONU, avec 124 autres pays, qui exige la fin des pratiques illégales de colonisation, d'occupation et de discrimination, notamment en Cisjordanie. Et il y avait un ultimatum, c'est-à-dire que Israël avait un an, avait jusqu'au 18 septembre 2025 pour arrêter de telles pratiques. Mais a-t-on entendu le gouvernement français, depuis septembre 2025, réagir au fait qu'on le sait, Israël a poursuivi sa colonisation plus que jamais, puisque depuis et elles ne finissent pas, depuis octobre 2023, 130 nouvelles colonies ont été installées sur la base de 73 terres agricoles volées aux Palestiniens en Cisjordanie. Dernière anecdote pour montrer cette ambiguïté, on met Badinter au Panthéon, qui a été effectivement un grand combattant contre la peine de mort. Très bien. Mais que dit-on d'une peine de mort qui vient d'être votée par la Knesset en Israël et qui ne concerne que les Palestiniens? On n'a pas entendu le gouvernement protester contre ça. Voilà. Donc, dans ce jeu d'équilibriste de la part du gouvernement français, rappelons effectivement que l'enjeu, c'est d'abord pour lui la défense de ses intérêts, des intérêts économiques et militaires de la France, comme exportateur de matériel d'armement, comme le leader qu'il prétend être et qu'il est en partie en matière de performance technologique dans le secteur militaire. On peut donc supposer qu'il est très intéressé par la coopération avec Israël, qui teste directement ces armements, avec, il faut le dire, des composants français, et il les teste sur le peuple palestinien. Pour conclure ce premier échange, nous avons vu que pour nous, communistes, il n'est pas possible d'analyser la situation en Palestine sans poser la question du contexte impérialiste au sein duquel elle évolue, et dans lequel s'inscrit bien sûr l'impérialisme français. Mais pour pousser plus loin le débat sur les perspectives possibles de la lutte du peuple palestinien, avec notamment la question de son futur État, nous invitons nos téléspectatrices et téléspectateurs à regarder le prochain épisode, posant la question « Un État ou deux États ?»